Bonjour à tous. Je m'appelle Claire, je suis en charge de la data et l'IA chez Man depuis un peu plus d'1 an. Ça fait aussi à peu près ce temps-là que je suis rentrée en France. Mais je suis curieuse de voir en fait qui y a dans la salle. Si vous pouvez lever la main, peut-être si vous êtes plutôt avec une casquette produit aujourd'hui. Ouais, côté data et machine learning. Ouais, est-ce qu'on a des designers? Yes, c'est mes préférés, pardon. Des ingénieurs? Cool, qu'est-ce que j'ai oublié typiquement? Avocat? Non, ça va, journaliste? Cool. Peut-être déjà on va parler d'échecs, parce que je pense que là ça nous aide aussi à mettre la barre. En début 2018, à BNB, on lance ce qu'on appelle les collections. Donc les collections, c'est des groupes de listing de maisons organisés par cas d'usage. Donc on lance les maisons pour les familles, les maisons pour quand on voyage pour le travail, avec l'idée qu'on va avoir plein de différentes collections sur le site pour les mariages, pour voyager entre potes, enfin tous les cas d'usage que vous pouvez réfléchir. Et ça a été un échec assez fort. La feature, elle a survécu quelques mois. Et je pense que ce qui est intéressant derrière, c'est pourquoi. Pourquoi? Il y a plein de raisons, notamment en fait, qu'est-ce que c'est une famille? Une famille, c'est voyager avec un bébé, quand il n'y a que des adultes qui voyagent, grands-parents adultes, c'est aussi une famille. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les maisons qui sont bien pour quand vous voyagez en fait, dans le contexte du travail versus quand vous voyagez en famille ou en groupe? Pas vraiment. Donc, pas vraiment de visibilité pour l'utilisateur quand il va cliquer sur ces listings, de vraiment comprendre quelle est la différence et finalement les gens qui retournent sur une recherche plus traditionnelle pour être sûr d'avoir le meilleur listing pour leur budget. Pas trop de visibilité côté hôte aussi, sur qu'est-ce qui fait que je suis dans cette catégorie versus non. Et ça, c'est quelques exemples de pourquoi ça a échoué, mais derrière, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas parti finalement d'écrire en plein mot qu'est-ce qu'on essayait de faire. On est parti direct avec la solution, en vouloir avoir l'idée en fait déjà du résultat et en partant trop vite vers l'implémentation technique et des métriques sans vraiment avoir posé de problème avec les mots. Et je dirais 90-95% de la construction des produits avec l'IA échoue parce qu'on ne passe pas sur cette étape. Alors, une question que j'aimerais vous poser, réfléchir, c'est quelles sont un peu, vous, en tant qu'utilisateur, les mauvaises expériences de produits d'IA que vous avez pu rencontrer. Je pense qu'on en a tous plein. Elles sont super intéressantes aussi quand on est en phase de construire nous-mêmes des produits avec de l'IA. Par exemple, des chatbots où clairement le chatbot ne comprend pas du tout ce que je dis et j'ai pas moyen d'en sortir et d'arriver à ce que je veux faire. Ou j'appelle Customer Support et puis j'ai une voix automatisée et puis je lui répète avec mon accent, super accent anglais ce que je veux faire, mais il n'y a pas moyen que l'IA comprenne. Ou tout simplement les pubs sur votre sur votre réseau social préféré. Chaque fois on montre de faire plus de sport, de faire un régime, de faire du face yoga, etc. Bon, je sais pas ce que ça dit de moi. Bon, c'est toutes des expériences assez awkward et assez frustrantes en tant qu'utilisateur. Toutes les erreurs, parce qu'on est sur des produits probabilistiques, c'est la grande différence et c'est pourquoi on est tous intéressés sur ce sujet. Toutes les mauvaises expériences ne sont pas les mêmes. Il y en a qui vont être beaucoup plus impactantes que d'autres. Je vous donnais l'exemple d'un booking au Mexique. Ça, vraiment, c'est une super mauvaise expérience, encore plus que ce que je vous ai montré à Paris. Donc, on va vouloir vraiment compter ça différemment. Le problème, quand vous regardez la conversion, en fait, c'est du coup l'inverse de la conversion, c'est ceux qui n'ont pas converti. Vous mettez tous les gens qui n'ont pas converti sur le même plan. Mais dedans, il y a peut-être des cas beaucoup plus graves et des expériences beaucoup plus mauvaises. Côté utilisateur. Donc, inversons les choses et mettons un poids plus fort sur ces expériences. Voilà, c'était un peu mes deux pet peeves, mes deux chevaux de bataille avec lesquels j'ai commencé. Start with words, c'est mettons les choses en mots écrits à la main et choisissons des métriques qui capturent ces mauvaises expériences. Maintenant, je vais rentrer dans ce qui nous intéresse. Un peu plus parler de comment on peut réfléchir à quel toolbox UX on peut adapter quand on construit des produits avec l'IA
Et peut-être une façon simplifiée de voir un produit qui est l'IA. Donc on a notre utilisateur en haut, son interface, son écran, pour simplifier, et derrière le modèle ou les modèles. L'interface, il y a un certain nombre d'outputs, donc ça on va fournir à l'utilisateur, et d'inputs de l'utilisateur. Et nos modèles, finalement, il y a des data qui les alimentent, et puis des métriques d'optimisation ou de feedback sur ces modèles. Donc ça, c'est assez basique. J'aimerais qu'on se focus sur les outputs et l'input pour notre temps ensemble. J'aimerais vous fournir quatre outils d'output, 4 outils d'input que je trouve personnellement utiles quand on discute entre data scientists et designers pour réfléchir à l'expérience produit qu'on est en train de construire. Alors le premier output, c'est le choix multiple. Cette idée de choix multiple, donc je vous ai donné un exemple de Google Maps. Typiquement, Google Maps ne va pas vous donner juste une réponse de trajet. Elle va vous aider à explorer, vous donner 2 options. Donc là, par exemple, j'ai la route la plus rapide et j'ai aussi peut-être une route un peu plus scénique. En fait, ça va permettre aux utilisateurs de choisir la meilleure option pour eux, parce que je suis pas sûre finalement, j'ai peut-être pas assez d'éléments pour définir ce que l'utilisateur va préférer. Et c'est une façon en fait d'utiliser le manque de connaissances, de mettre ce choix, de présenter ces options à l'utilisateur. Ce qui est intéressant ici, quand on réfléchit à utiliser cet outil de choix multiple, c'est de préférer des options diverses. Si vos options sont très similaires, ça ne va pas être très intéressant pour l'utilisateur, ni pour vous, pour apprendre et améliorer votre modèle, votre expérience. D'exposer leurs différences, en quoi elles sont différentes, ça va aider l'utilisateur à choisir, et ensuite d'apprendre de ces sélections pour améliorer. Si entre 2 options, tous les utilisateurs choisissent la même, c'est peut-être pas un bon pattern de choix multiple. Le deuxième toolkit en output, c'est l'attribution. L'attribution, c'est l'idée en fait de fournir une explication à l'utilisateur pour qu'il comprenne en fait pourquoi je lui montre le résultat que je lui montre. Je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, dans l'App Store, Top Fix for You, donc ces recommandations basées sur ce que vous avez téléchargé. Donc là, en fait, je vous explique pourquoi je vous montre ces recommandations. Parce que j'aimerais beaucoup qu'Instagram fasse quand il montre une publicité. Un exemple, c'est peut-être pas le bon pour cette audience, mais l'horoscope sur votre iPhone, voilà, qui va vous expliquer, en fait, le truc des planètes, qui est lié, en fait, on met la source. On met la source, en fait, finalement, de cette information en haut du téléphone, ça vient de Wolfram Alpha. C'est pas un modèle d'Apple, c'est quelque chose qu'ils sont allés chercher et ils vous donnent la source. C'est un autre exemple d'utilisation de cet outil d'attribution. Quand on réfléchit à l'attribution, parce qu'on en parlait un petit peu avec la publicité, l'erreur ça va être de profiling, de profiler les gens. Donc ici, Apple nous dit c'est parce que vous avez téléchargé ça. Il ne vous dit pas parce que j'ai détecté que t'adorais que t'étais un gros gamer. D'accord, ça c'est la subtilité entre l'attribution qui est satisfaisante pour l'utilisateur versus le profiling. Même si vous avez un profiling dans le background. Même idée d'exprimer des faits versus un jugement. Encore une fois, voilà, c'est parce que vous avez fait cette action, que vous avez cliqué ça, que vous avez acheté ça, versus parce que j'affairais que vous faites partie de cette catégorie-là, où en fait vous êtes dans ce groupe-là, où je pense que vous allez moins lire, etc. Donc pas dans le subjectif. Et de citer les data sources. Ça c'est quelque chose aussi qui est une pratique intéressante à explorer sur ces attributions. Le troisième, exprimer la confidence. Donc on est vraiment sur des modèles probabilistiques et parfois l'incertitude peut être plus ou moins grande. Et là on a des outils aussi du EPS pour communiquer ça à l'utilisateur. Je vous ai mis un exemple, Lyft. Je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est comme Uber, plein d'apps comme ça, on va réserver une voiture, enfin un taxi. Et là typiquement, on voit en fait l'utilisation d'un intervalle pour communiquer l'ETA, donc la date d'arrivée à destination.
On va pas communiquer une heure précise, mais plutôt un intervalle. On voit ça aussi avec la météo, avec des pourcentages. Même si c'est un peu plus dur pour l'utilisateur de comprendre ce concept, c'est peut-être la météo le seul endroit où les gens comprennent à peu près. Et encore, quand on a dit 50% de pluie et qu'il pleut pas, on dit la météo s'est trompée. Donc des best practices peut-être à mettre dans la toolkit sur la confidence. Les chiffres, voilà, pour faire des prédictions statistiques, c'est un outil assez puissant, mais important de traduire ça en quelque chose qui est compréhensible pour l'utilisateur. Et ce qui est plus compréhensible, ce qu'on va le plus utiliser, c'est les intervalles, le range. Je demande à faire un Paris-Milan avec un taxi, bah, je vais peut-être avoir un intervalle d'heure d'arrivée de 1 heure. Et donc, ça me tirera une grosse incertitude. Et peut-être des fois, d'autres façons aussi de communiquer cette incertitude en disant bah, « je sais pas ». Le quatrième côté output que je voulais vous présenter comme toolkit, c'est d'exprimer les limitations. Ça, on va pouvoir l'utiliser quand il y a un risque de mismatch avec le modèle mental des utilisateurs versus mes capacités côté machine learning, côté IA, sur ce que je peux faire. C'est quelque chose qui est utilisé de façon intéressante, je trouve, iPhone dans la classification des photos. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais vous pouvez aller voir. Vous avez voilà, vos contacts avec une préclassification côté photo. Et en fait, iPhone communique très bien en vous demandant de passer en revue le fait qu'il n'est pas confiant à 100% sur le traitement qu'il a fait, sur la classification qui a été faite. Donc c'est vraiment l'idée de manage les expectations des utilisateurs. Quand on fait ça, c'est une façon de se couvrir contre une mauvaise qualité de modèle. La tolérance de l'utilisateur est beaucoup plus forte quand on a manage expectation. Et ensuite, de guider l'utilisateur pour aller au-delà de ses limitations. Donc c'est ce que fait très bien Apple en demandant à l'utilisateur de faire cette vérification sur le modèle et de suggérer des alternatives. Donc je vous invite à jouer avec ces produits et à repérer les patterns dans les produits que vous utilisez pour ensuite vous en inspirer quand vous allez construire avec vos data scientists et vos designers ce type d'application. On a plein d'exemples. Bon, quelques exemples Airbnb parce que forcément c'est là où j'ai passé le plus de temps. Au milieu, donc je fais une recherche pour Bali et donc je vais montrer il y a des balcons, garden space, voilà, sur la carte du listing. C'est une façon finalement de confirmer, d'attribuer le listing à ma recherche. Je vais aussi choisir quelle image montrer. Pour dire, voilà, je te montre ce listing, je t'attribue parce que c'est Bali et j'en faire que tu as fait cette recherche. On peut aussi voir sur le dernier écran, people going to Bali also book the following experience. Donc là aussi, on est sur un exemple d'attribution où je te montre ça parce que tu as fait cette réservation ou cette recherche. Donc voilà, on a plein d'exemples comme ça. Vous pouvez vous amuser à les repérer dans ces produits-là. Je vais passer aux inputs. Donc input, c'est de l'user vers l'interface. Un premier outil qu'on a, c'est la calibration. La calibration, en fait, c'est un moyen pour l'utilisateur de nous donner les infos essentielles pour ensuite délivrer l'expérience produit. Un des exemples qui, je pense, vous parlera, c'est la reconnaissance faciale sur votre téléphone, où il y a ce processus de calibration qui utilise plein de best practices, notamment voilà, le completion circle, et qui guide l'utilisateur à travers ce process. À avoir en tête, si vous utilisez ce type de toolkit, ça a besoin d'être rapide et l'eau est forte parce que la tolérance de l'utilisateur va être assez faible. Ça va vraiment dépendre de ce que vous en faites par la suite. Et un no-no, c'est le fait d'avoir à la refaire. Si vous demandez aux gens de le faire 2 fois la calibration, vous allez avoir un drop-off sur votre produit assez significatif. Le besoin de guider
l'utilisateur à travers ce process. Donc vous pouvez voilà, regarder un peu plein de process de calibration qu'il y a dans les produits que vous utilisez. Les bons en fait vous disent voilà, vous êtes à l'étape 3 sur 6, où voilà, il y a plein de façons en UX de guider ce process. Et puis il faut des façons pour l'utilisateur pour updater. Finalement, si leur profil a changé, eh bien, comment on revient finalement, comment on reset son compte, son profil, sans avoir à démarrer de zéro. Une autre calibration qui a été utilisée pas mal, c'est les plateformes de streaming, où c'est Netflix le premier à l'avoir fait. Vous arrivez, on vous demande voilà quel film vous aimez bien parmi cette liste, quelle série. C'est une façon d'avoir une liste de préférences pour pouvoir ensuite donner quelque chose de relevant. Un autre outil qu'on a, c'est les feedbacks implicites. Je pense que vous les connaissez tous, notamment Facebook, qui a été cette ligne de force de Facebook. Donc le like, le dislike, mais aussi le share. Donc il y en a plein partout. Et ça, c'est vraiment en regardant l'interaction de l'utilisateur qu'on va inférer en fait une qualité de résultat. Là, on va préférer la vitesse, on va préférer la précision plus que le volume ou la vitesse du signal. Les input metrics, ce qui est généralement bien, c'est qu'on peut en avoir beaucoup, mais peut-être on va avoir du mal à identifier l'intention derrière. Donc, par exemple, si je partage quelque chose à une amie, est-ce que j'aime ou alors est-ce que c'est vraiment une forte réaction négative? C'est pas clair. Ça va dépendre du contexte. Respecter le côté privacy des gens. Voilà, on peut en fait vouloir aller chercher des datas complémentaires sur ces signaux implicites. Et là, on peut se frotter à des questions éthiques. Et là, en fait, où les produits vont faire la différence, c'est si ces feedbacks implicites sont vraiment part de l'expérience native. En fait, on peut avoir des débats designer, data scientist en disant j'ai besoin de collecter du signal sur cette feature. Ouais, mais c'est moche, ça fait pas partie du flow de l'expérience. Et le plus ça va être natif, ça a été la force du Facebook feed et du like de Facebook. Le plus en fait les signaux qu'on va collecter vont être puissants et vont nous permettre d'améliorer les recommandations. Il y a des feedbacks plus explicites. Je vous ai mis l'exemple d'AutoCorrect. Donc là, on a fait directement une modification qui permet ensuite à l'algorithme d'apprendre et de corriger. La frontière, elle peut être assez subtile entre les deux, mais c'est un peu plus explicite et il y a plus d'action de correction sur le moment qui est fait par l'utilisateur. Des best practices à avoir en tête. Comme pour les métriques, priorisons le feedback négatif plus que le positif. C'est ça qui va être clé pour ensuite améliorer les algorithmes. Vous voyez, autocomplete, les feedbacks ne focus que sur les erreurs. Hein. Jamais on dira job well done. Ça, c'est pas très intéressant. Il faut décrire les options et leurs conséquences. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on essaie à faire, et ça doit être très clair pour l'utilisateur quand il va donner ce feedback. Qu'est-ce que ça fait d'appuyer là, ou de faire cette correction. Si l'utilisateur donne ce feedback, il faut qu'il voit l'impact immédiat, de façon immédiate. Ça paraît trivial quand je vous demande l'autocomplete, mais dans plein de produits, on donne un feedback explicite et il ne se passe rien. Et c'est super décevant. Donc, quand on donne cet outil de feedback explicite, il faut aussi être prêt à agir dessus très vite. Par exemple, il y a plein de sites qui ne proposent pas l'option dans des algorithmes de search de dismiss, parce qu'ils ne vont pas être capables de l'utiliser ensuite pour retrain, qui va être une attente de l'utilisateur. Et si on pousse ça plus loin, le quatrième outil en input qu'on a dans notre toolkit, les corrections. Donc, implicit feedback, explicit, carrément, on est dans la correction. Je reste sur l'iPhone parce que je choisis des outils qui, j'espère, vous parlent tous, que vous avez utilisés. Donc là, en fait, on peut même observer comment l'utilisateur va améliorer ses photos. Vous connaissez peut-être sur iPhone le auto-enhance de l'image. En fait, ça, la source principale, c'est les corrections que les utilisateurs font de leurs photos. Quand on est sur des choses assez avancées comme les corrections, parce qu'il y a plein de possibilités, la luminosité, le contraste, etc. Il faut que ces outils soient assez familiers en termes de. Faut pas qu'on ait besoin de regarder un webinar pour savoir comment faire la correction.
et encore une fois que la valeur soit immédiate. Et ensuite, on peut utiliser ça en implicit feedback dans nos modèles. Je suis allée assez rapidement sur ces 4-là. Il y en a plein d'autres. Si vous êtes intéressé à discuter sur ce genre de toolkit pour gérer l'aspect probabilistique des modèles d'IA, on pourra en parler au break. Ouais, je vais peut-être passer là-dessus. Un exemple de feedback implicite utilisé dans le messaging d'Airbnb. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, je prends le temps d'en discuter avant qu'on fasse un petit exercice fun. Alors là, je vous ai mis un exemple d'une conversation. Donc, c'est quelqu'un qui arrive dans un listing, qui a fait le check-in. Ici, donc la personne, elle arrive et il y a il y a de la vaisselle dans l'évier, le ménage n'a pas été fait. Donc, la personne, envoie une photo et dit, le ménage n'a pas été fait. Et là, on a une interception d'Airbnb qui dit request host to clean. On peut aussi demander d'être dédommagé de $50, etc. Donc là, en fait, il y a un mécanisme où on a compris ce qui se passait. Et là, en fait, on explicite only visible to you pour expliciter en fait ouais, c'est ça, exactement. Merci. Et ensuite, on va utiliser le fait que la personne clique ou non sur cette petite pile pour savoir est-ce que la recommandation était une bonne ou une mauvaise. Donc, on a un feedback qu'on va pouvoir utiliser aussi. Et ensuite, utiliser les éléments de messaging pour ensuite confirmer que l'action a bien été faite à l'utilisateur. Donc, c'est une façon d'intercepter de l'IA dans une conversation entre humains qui peut être super awkward. Parce que vous échangez avec votre hôte, est-ce que Airbnb lit le message, qu'est-ce qu'il a compris, etc. On va utiliser ces patterns-là dans l'expérience pour en fait exprimer ce qu'on a compris sans que ce soit creepy, sans faire de profiling. Donc je vous ai fait un petit récap des outputs et des inputs. Ça, on aurait pu en parler un an, c'était à peu près pareil. Je pense que ce qui est intéressant depuis un an, c'est de regarder en fait avec ChatGPT, Bard, etc. L'IA générative, toutes ces intégrations d'IA générative dans le produit. Est-ce qu'on retrouve ces patterns? Qu'est-ce qui est en train d'être utilisé? C'est un peu le petit jeu de fin que je voudrais faire avec vous. Je vous montrerai quelques exemples du coup qu'on peut repérer, surtout ChatGPT et Bard. Alors là, on a un exemple d'attribution. On set d'expectation sur les capacités de Bard et de ChatGPT. Donc là, pareil, attribution, on explique ce qu'on est en train de faire. On fait une recherche sur Bing, on est en train de rechercher ce terme-là. Attribution, plein de patterns qu'on peut voir. Il y a de l'hyperlink. Là, on va voir des liens pour aller débugger. Plein de façons en fait d'équiper l'utilisateur pour comprendre ce qui se passe sous le capot et pourquoi je te sors ce résultat. Là, on a des exemples classiques, l'attribution, mais aussi de feedback implicite. Regenerate, c'est aussi un feedback implicite. Du choix multiple, bien sûr. Analyzing, encore de l'attribution. On a du feedback explicite quand on va éditer ce qu'on a mis initialement. Le regenerate de Bard qui est pareil et du feedback. Ici, on a quelque chose d'un peu plus subtil parce que là, on a quelque chose qui est carrément intégré dans la réponse. Il faut savoir que, je pense que c'est peut-être clair pour certains, mais peut-être pas tous. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est pas juste un LLM et ce que vous voyez en fait dans votre feed. Il y a bien sûr le modèle, mais il y a plein d'autres modèles entre le gros LLM et ce que vous voyez en interface. Et donc votre réponse est construite et le résultat de plusieurs modèles. Et là, en fait, vous allez avoir une partie qui est explicitement de l'attribution. On va en fait avoir une partie qui dit je fais ça, j'explique ce que je suis en train de faire, c'est ça mes sources, et ensuite va passer à d'autres éléments de réponse et concaténer en fait. Donc même dans le langage qui est utilisé, vous allez retrouver ces patterns dont je vous ai parlé.
encore de l'attribution. Là, on voit aussi quelque chose d'intéressant. Donc, la même question, mais traitée différemment par les deux produits. Donc, juste, voilà, set expectation, je vous dis pourquoi je ne suis pas capable de le faire. Limitation. Mais ChatGPT, depuis plusieurs mois, teste aussi l'ouverture. Donc, en fait, il y a une partie du modèle qui va aussi prompter à continuer à discuter. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un autre pattern d'ouverture, le next action. Les sources, on a un pattern aussi de correction dans Google, enfin dans Bard, qui n'est pas présent chez ChatGPT. Et encore un pattern de limitation. Je vous dis ce que je peux pas faire. Et ensuite, on va avoir encore un pattern d'ouverture si vous testez en ce moment. Un pattern dont je ne vous ai pas parlé dans les 8, mais qui est pas mal utilisé depuis aussi quelques mois sur ChatGPT, c'est en fait comment on va dire en français, le confirmation. Je vais vous confirmer, en fait, je vais vous expliquer, c'est un peu plus que de l'attribution, c'est du rephrasing, et je vais te dire que j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Donc là, par exemple, je lui demande de modifier une suggestion d'image en lui disant qu'une des deux personnes devrait être une femme et qui devrait porter des masques, produit l'image et me dit, maintenant cette image inclut une femme et un homme, les deux portent des masques. Et donc c'est un mécanisme aussi en fait de confirmation, de compréhension de la query, qui est explicitement le résultat d'un modèle entre votre GPT-4 et votre output interface. Voilà, je crois qu'on a 7 minutes pour les questions. Je vous invite quand vous utilisez ces outils, à jouer comme ça avec les interfaces, à repérer ces patterns-là, parce que c'est ça finalement ensuite qui nous inspire à amener ces best practices en construisant des produits avec l'IA. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de parler de métriques, de problem framing ou de collaboration, je fais un petit peu de pub, on peut passer toute la journée le 12 mars, il reste quelques places sur Pollen. Voilà.